Une œuvre doit-elle porter un message clair? Ou peut-elle se permettre de laisser dans son sillon que des pistes cryptiques, sujettes à interprétation? Dans ce cas-là, jusqu'où peut aller le public dans son interprétation? Il s'agit là d'une volée de questions auxquelles nous avons tenté de répondre au travers de l'œuvre d'aujourd'hui, Ico. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Ico est un jeu vidéo d'action-aventure issu du travail grandiose de son développeur, la team Ico, dirigée par le fameux Fumito Ueda. Voyant le jour en 2001 sur PlayStation 2, le jeu s'inscrit sans mal dans les incontournables de cette génération de consoles. En effet, Ico a révolutionné le monde du jeu vidéo à sa sortie, notamment grâce à l'instauration de mécanismes nouveaux pour ce genre-là. Presque 20 ans se sont écoulés, et le jeu continue d'être cité comme source d'inspiration pour les créateurs vidéoludiques. Évidemment, une telle référence a fait l'objet de nombreuses analyses, notamment concernant son univers, son lore. C'est pour cela que je vais me concentrer au contraire sur l'histoire de Ico et sur son sous-texte. Ainsi, au-delà de son game design et de son univers, Ico a-t-il un message à faire passer? C'est bien ce que nous pouvons nous demander pour un jeu aussi mythique. Et si, tout comme moi, la réponse vous intéresse, poursuivons ensemble. Entamons notre analyse par l'histoire de nos deux personnages principaux qui évoluent entre fatalité et entraide. L'histoire débute lorsqu'un groupe d'hommes emmène notre héros, Ico, dans un château isolé sur une île. Portant des cornes, le jeune garçon est considéré comme maudit et doit être sacrifié pour la pérennité du village. Ico est donc traîné jusque dans la salle principale de la forteresse, où il est enfermé dans un sarcophage. Au vu du nombre de conteneurs similaires, nous comprenons que Ico n'est pas le premier à subir ce châtiment. Heureusement, la vétusté de l'environnement joue en faveur du garçon, qui parvient à se libérer de son tombeau. Rapidement, il remarque une cage suspendue contenant un liquide sombre. S'en extirpe une forme humanoïde. Bien décidé à secourir ce pauvre prisonnier, Ico effectue l'ascension de la tour, en haut de laquelle vacille la cage. Là-haut, il découvre une jeune fille de lumière entièrement blanche. Ne désirant pas abandonner cette pauvre fille à son triste sort, le garçon fait descendre la cage. Nous apprendrons plus tard que la jeune fille, qui répond au nom de Yorda, est gardée enfermée par sa mère. Nous pouvons ainsi, très tôt dans l'histoire, établir un parallèle entre ces deux personnages. Ico est isolé, mis à l'écart à cause de sa différence, tandis que Yorda est retenue prisonnière pour servir les desseins malsains de sa mère. Nos deux héros luttent contre la fatalité qui s'abat sur eux. Malgré le fait qu'ils ne parlent pas le même langage, ils vont se dresser ensemble face aux difficultés. Dès lors, leur but devient commun, se frayer un chemin dans les dédales du château afin de s'en échapper. La forteresse, dont le design tire ses inspirations du côté des Incas et des sociétés médiévales européennes, ne jurerait pas dans certains films de Miyazaki, tels que Le Château dans le ciel. Durant cette aventure, Ico et Yorda doivent s'entraider. En effet, Ico possède la force physique pour escalader des parois, se hisser aux cordes ou pousser des objets lourds, mais reste incapable de déverrouiller les portes magiques ou d'activer les mécanismes nécessitant de l'énergie. A l'inverse, Yorda va manquer de vigueur, mais pouvoir user de sa magie blanche pour interagir avec la forteresse. Ce voyage prend l'aspect d'une quête d'escorte, qui est pourtant un véritable fardeau dans la plupart des jeux vidéo. Le joueur est ainsi obligé d'appeler Yorda lorsqu'il s'éloigne trop d'elle, de lui prendre la main pour accélérer la cadence de leur marche, et de prendre en compte les faiblesses de la jeune fille dans la résolution des énigmes. Sur leur route, Ico et Yorda sont confrontés à de nombreux ennemis. Formes fluctuantes d'ombre, les adversaires n'ont comme seul objectif que de saisir Yorda et de l'emmener dans des puits de ténèbres. Il s'agit moins de vaincre les créatures que de protéger la jeune fille de ses assaillants. Ico ne peut d'ailleurs pas être tué, mais la perte de Yorda bloquerait sa progression dans le château. Le plus grand antagoniste reste la mère de Yorda,
souveraine de la forteresse. Comme nous l'avons déjà vu, c'est elle qui a emprisonné sa fille. En outre, elle certifie à Yorda qu'il lui est impossible de quitter le château et de rejoindre le monde extérieur. Elle n'y survivrait pas. Elle va même jusqu'à pétrifier sa fille pour la conserver auprès d'elle. Valeureux, Ikko tente de la secourir et affronte, dans un duel sans merci, la reine des lieux. Durant la rixe, Ikko perd ses 2 cornes mais parvient à transpercer la femme maléfique de son épée lumineuse. S'émancipant de son carcan, Yorda redevient une ombre et aide Ikko, inconscient après le combat, à s'évader de la forteresse qui tombe en ruine. Ikko se réveille sur une plage de sable blanc. Non loin, il retrouve Yorda sous sa forme de lumière. Ainsi s'achève le jeu. Et si certaines parties du sous-texte vous ont forcément sauté aux yeux, il se peut que vous ayez manqué une partie conséquente du message de Ikko. Poursuivons donc notre analyse en nous posant une question plutôt étonnante. Et si Ikko et Ueda n'étaient qu'une seule et même personne ? Avec le récapitulatif de l'histoire que nous venons d'établir, nous constatons que le jeu ne bénéficie pas d'une histoire complexe ou particulièrement riche en rebondissements. Et pour n'importe quel joueur amateur de scénario, Ikko peut s'avérer frustrant. Pas de véritable contexte, ni d'explication qui éclaircissent cette fin onirique sur la plage. Pourquoi notre héros est-il doté de cornes ? Qui sont vraiment Yorda et sa mère ? Quelle relation le village entretient-il avec la souveraine du château ? Tant de questions qui demeurent en suspens. Ce vide que Fumito Ueda laisse volontairement dans le jeu requiert d'être comblé. Comblé par les joueurs, par leur interprétation, voire leur surinterprétation. Mais parmi toutes les interprétations qui peuvent être faites de l'histoire, il y a forcément celle de l'auteur lui-même. Et c'est celle-ci que nous allons tenter de dévoiler. Commençons d'abord par les messages qui sont le plus en surface. D'abord, avec Ikko, Fumito Ueda lance un appel à l'émancipation, en l'occurrence parentale. Comme nous l'avons vu, Ikko est condamné à mourir pour sa différence, ce qui évoque des thèmes comme la xénophobie ou le rejet de la différence. Mais il est surtout rejeté par son propre village. Ikko dénonce même, par sa combativité, les dérives de la coutume et de la croyance. Lui, petit diable à cornes enfermé dans un sarcophage. Concernant Yorda, il en va de même. Elle est littéralement retenue captive par sa mère. En faisant la rencontre d'Ikko, elle va découvrir la liberté et le choix qui en découlent. Au-delà de ce premier message, nous pouvons relever une morale similaire à celle des fables, telles que le lion et le rat ou la colombe et la fourmi, de Jean de La Fontaine, qui partagent le même apprentissage. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, nous affirme l'auteur dans la première des fables citées. Aider quelqu'un nous sera toujours bénéfique, comme Ikko qui est, en fin d'histoire, sauvé par celle qui l'avait libéré au commencement. Malgré ses faiblesses indéniables, Yorda lui apporte son concours tout au long du voyage. L'un a besoin de l'autre, et vice-versa. Maintenant que ces 2 messages ont été évoqués, il faut passer à l'ultime discours que délivre le jeu Ikko. Et pour l'entrevoir, il est essentiel de regarder le parcours de son créateur. Puisque comme cela a été prouvé à maintes reprises, la première œuvre d'un artiste est souvent autobiographique ou, du moins, centrée sur l'auteur lui-même. À l'origine, Ueda étudiait dans l'université des arts d'Osaka. Bien que l'école soit réputée, l'homme ne s'enthousiasme pas à l'idée de suivre ses cours. Malgré tout diplômé, il se forme en autodidacte sur son temps libre dans le domaine de l'informatique et apprend à animer puis à designer des jeux vidéo. Embauché par Sony, après avoir travaillé pour un autre studio succinctement, il est chargé de réaliser le jeu Ikko. Pour cela, il forme une équipe à l'effectif restreint, la team Ikko,
dont les membres proviennent de milieux extérieurs aux jeux vidéo. L'avantage, chacun possède une vision neuve, non bridée par les règles qui caractérisent ce média. L'objectif de tout ceci est de développer un jeu capable de toucher ceux qui n'ont pas pour habitude de pratiquer ce loisir. Nous avons à présent toutes les cartes en main pour ériger l'analogie entre Ico et Ueda. L'artiste s'apparente au petit diable de ce village, qui était pour lui l'étude de l'art. Tout comme son personnage, Ueda est isolé et enfermé dans un château qui représente le carcan de la créativité du jeu vidéo. Nous pourrions aussi bien voir ici la limite bien installée entre chaque support d'art, les jeux, les films, les livres, etc. Cette créativité, d'ailleurs, vit au travers du parangon qu'est Yorda. Ico, et Ueda par connexion, cherchent à la libérer, à l'éloigner de cette mer qui la restreint. L'imagination naît du néant, du noir, mais uniquement lorsque Ico entre en jeu. Cette lumière, portée par Yorda, et qui incarne la créativité, a besoin de la main du créateur pour prendre forme, évidemment. Elle permet à ce même créateur, par la suite, d'ouvrir des portes, de déployer des ponts et de supprimer les zones d'ombre, que ce soit littéralement ou métaphoriquement. La souveraine de la forteresse s'apparente dans cette histoire à une industrie qui se cantonne à la production de jeux vidéo basés sur des règles trop classiques. Si nous reprenons notre métaphore avec la limite entre les supports, Ueda cherche dans ce cas-là à briser les murs qui séparent les différents arts afin d'ouvrir le jeu vidéo à ceux qui ne connaissent pas ce média. D'où l'importance d'engager une équipe extérieure au jeu vidéo au préalable. Aucune interface, pas d'indication à l'écran ni de tutoriel. En lançant Ico, le joueur est perdu, abandonné sans aucune information. Par ce fait, il n'est pas rare qu'il se perde ou se trompe de voie. La forteresse, délabrée, oblige le joueur à faire des détours. Il est en ce lieu un étranger. La caméra, qui peut être déplacée au point de ne plus fixer du tout le personnage, appuie ce sentiment. Ueda aurait-il voulu retransmettre ce qu'il a ressenti en développant son jeu ? Lui qui n'était pas de ce milieu initialement, lui qui s'est formé en autodidacte, se confrontant naturellement à l'incertain et aux zones d'ombre quant aux médias du jeu vidéo et de l'animation. Ce ne serait pas surréaliste comme idée. Avec Ico, le message est clair. Ueda apporte de la lumière dans l'industrie du jeu vidéo et invite les autres créateurs à libérer leur créativité pour ne pas rester cloîtrés dans cette forteresse en ruine, gouvernée par l'insipide et l'obscurité. Nous en avons terminé avec l'analyse de Ico. Passons dès à présent à ce que nous pouvons en retenir. Ico a marqué l'histoire du jeu vidéo et tous les joueurs qui ont eu la chance de mettre la main dessus. Bien que son histoire paraisse simpliste, elle délivre des messages qui peuvent toucher n'importe quel créateur. Si les décors de Ico, son univers et sa façon de raconter une histoire vous ont séduit, je ne peux que vous recommander d'aller voir mes vidéos sur les films du studio Ghibli, Mon voisin Totoro et Princesse Mononoke. En outre, les analyses des deux autres œuvres de Fumeto Ueda, Shadow of the Colossus et The Last Guardian, viendront compléter la chaîne dans quelques temps. Voilà donc une raison pour vous abonner et ne pas manquer ces prochaines analyses. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi, c'était Métaphore-moi ça.